مسيو. اسمع ولا شو كان سمعت؟ لا؟ مسيو كيتسمع؟ سمعت. الو. Alors, bonjour. Bonjour. والو. Est-ce que vous m'entendez? أسامة. Est-ce que le volet est bon pour vous? Vous arrivez à m'entendre? C'est de confirmer, s'il vous plaît. تيست. هنا تيست. تيست.
bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? دابا أستاذ اسماعيل. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? تست تست. Bonjour. C'est bon. Ok. Bonjour, monsieur. تست تست. C'est bon. Ok. On va. C'est bon, bien. Je pense bien. Ok. Alors la dernière fois, qu'est-ce qu'on a vu? On s'est arrêté sur quel point? Qu'est-ce qu'on a vu? On a classé les ouvrages d'art par matériaux, oui, effectivement, par mode d'exécution, oui. On a commencé un petit peu les étapes pour, un petit peu démarrer un projet d'ouvrage d'art. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a 3 phases. Il y a la phase avant-projet sommaire. Et la deuxième phase, c'est l'APD, l'avant-projet détaillé. Le DCE, c'est après l'APD. Et le projet d'exécution, le PE, c'est après. À quoi sert l'APS? À quoi sert? C'est quoi le rôle d'un APS? Tout d'abord, on a dit pour démarrer un APS, il faut reconnaître le terrain ou bien le site du projet, tout d'abord, recenser toutes les contraintes possibles sur ce site. Et après, il faut proposer toutes les solutions possibles. Il ne faut pas se contenter d'une seule solution. Il faut proposer plusieurs solutions et faire une étude technico-commerciale, c'est-à-dire une étude technique et financière pour justement orienter la solution. Donc, une fois l'APS est finalisée, on va passer à l'avant-projet détaillé où on va choisir une solution, on va détailler les études d'exécution, les études APD, pardon, de cette solution. Alors, lors de l'APS, qu'est-ce qu'on a dit? On va définir quoi? Les données fonctionnelles. C'est quoi les données fonctionnelles d'un projet ouvrage d'art? Les données fonctionnelles d'un... Bon. عافاك أستاذ شنو كتسيني في APS؟ APS, c'est avant-projet sommaire. Avant-projet sommaire. Donc, on a dit que il faut définir les contraintes plus variante estimation. Et pour les données fonctionnelles, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut définir tout d'abord le profil en long, le tracé en plan et le profil en travers. Et le profil en travers de la voie franchie.
Alors, il faut définir les données naturelles, c'est-à-dire la topographique. Il faut faire un levé topographique ou bien éventuellement utiliser les cartes topographiques, pardon. Après, il faut faire une étude hydrologique et hydraulique. Hydrologique pour déterminer le débit lorsqu'on franchit un cours d'eau. Un débit, on a le débit, puis faire les études hydrauliques pour déterminer ce qui est le PHE. Les PHE, c'est quoi? C'est les plus hautes eaux. Alors, je pense, on s'est arrêté, je pense, bon, on a défini tout ce qui est pour les données fonctionnelles. Il faut, dans la définition du profil en long, il faut définir le gabarit routier ou bien le gabarit de franchissement d'un cours d'eau. Donc, quelques points qu'on a vus la dernière fois, c'est qu'il faut veiller à certains points particuliers. Si le franchissement ou bien l'ouvrage d'art il est incliné, donc il faut respecter ou bien vérifier le gabarit par rapport à la distance minimale, ou bien un raccordement en courbure, il faut veiller à vérifier le gabarit dans le point le plus dur. OK. Donc ça c'est pour le PHE, c'est la même chose. Pour un fleuve d'eau ou bien un cours d'eau, il faut laisser le tirant d'air ou bien H-min, c'est entre 1 mètre et 1,50. 1 mètre et 1,50. Et si le canal est navigable, donc il faut laisser le gabarit du bateau. Ici au Maroc, on n'a pas ce cas de figure. Oui, on a seulement le PHE. OK. Alors ça, c'est pour les données naturelles. Ça, c'est pour les cartes, on a vu ça. Donc le profil en long, qu'est-ce qu'on a dit? On va le générer à travers des logiciels adéquats, donc type Covadis, Monsura, ou bien MXRoad ou même BRT. Donc ça, c'est une triangularisation des données topographiques et pour générer tout ce qui est, c'est quoi ça? Les courbes de niveau. Les courbes de niveau, donc il faut générer tout d'abord les courbes de niveau et faire un axe d'un pont, puis générer le profil en long de ce. Donc ici, le profil en long de ce TN, c'est l'axe, c'est cet axe, à peu près. Donc vous voyez très bien ici, il y a une descente ici. La courbe de niveau ici, il a une cote qui est élevée et on va descendre, Vous avez vu ça dans la définition, je pense, du débit lors du bassin versant. Donc, dans les délimitations du bassin versant, vous cherchez un petit peu la crête d'un bassin versant et vous divisez un petit peu le bassin versant vers deux. Donc, on va voir par la suite ça. Donc ça, c'est très utile pour la définition de tout ce qui est bassin versant et tout ce qui est terrain naturel pour, bien sûr, implanter notre ouvrage d'art. Alors, est-ce qu'on a vu ça, la granulométrie, les essais? Donc, parmi les données qu'il faut faire dans l'APS, c'est les données géologiques et géotechniques. Donc ici, on a détaillé un petit peu c'est quoi les essais qu'on va commander ou qu'on va demander au maître d'ouvrage de faire, c'est les granulos, les essais de cisaillement à travers la boîte de Casagrande ou bien l'essai triaxal ou bien l'essai odomètre pour tout ce qui est tassement. Alors ça, c'est un rappel. Donc ça, c'est la boîte de Casagrande. Ici, c'est la courbe de Coulomb qui détermine la contrainte de cisaillement en fonction de l'angle de frottement. Taux, elle est égal à contrainte normale fois tangente phi pour un sol frottant. Et si le sol est cohérent, on va ajouter une cohésion apparente. Pour l'essai odométrique, on va déterminer la courbe odométrique qui n'est que la delta H en fonction du T ou bien delta sigma, c'est-à-dire la charge, delta sigma ça, en fonction du temps. Donc ça, c'est pour tout ce qui est tassement. Bon, on a distingué deux types d'essais. Il y a les essais de laboratoire et les essais in situ, c'est-à-dire qu'on va faire sur le site. Sur le site, est-ce qu'on a vu ça? Les essais pressiométriques? Alors, dans les essais in situ ou bien dans le site, il y a plusieurs essais. À peu près, il y a la culture francophone et il y a la culture anglophone. Donc, dans la culture francophone, dans les pays francophones, on utilise beaucoup l'essai pressiométrique.
et bien sûr le carottage, couplé avec un carottage. Et pour les pays, le reste du monde ou bien les pays anglophones, on utilise surtout le SPT et le CPT. Le SPT, c'est l'essai pénétromètre dynamique, et l'essai statique, c'est CPT, essai pénétromètre statique. Donc SPT, c'est standard pénétromètre test, ou bien CPT, c'est compte pénétromètre test. Alors, on va détailler un petit peu l'essai pressiométrique. L'essai pressiométrique consiste à quoi? Consiste à, vous voyez ici, ça c'est quoi? C'est un forage. On va faire un forage au préalable avec une tête de forage. À peu près, c'est 90 mm. Le forage fait 90 mm de diamètre. On va descendre une sonde. Cette sonde, elle est remplie d'eau. Et on va presser cette sonde pour exercer ce qu'on appelle des pressions sur le forage. Sur le forage. Donc, à travers ça, donc on va mesurer quoi? On va mesurer la variation du volume de la sonde delta V sur V initial. Et on va mesurer les pressions enregistrées ici. Il y a des capteurs dans cette sonde, équipés de capteurs, et ces capteurs, ils vont donner dans le capteur in-sit des pressions. Donc on va ajouter des pressions dans une profondeur donnée. C'est-à-dire on va fixer la profondeur et on va ajouter ou bien augmenter la pression jusqu'à 5 mégapascales à peu près, 50 bars. 50 bars, et on va calculer le delta V sur V. Donc la variation de delta V sur V, c'est une courbe qui est comme ça. Bon, je vais là. OK. Alors, OK. Alors, la courbe, c'est quoi? Oui. C'est bon? Parce qu'on l'a réglé par rapport à... Si vous pouvez se déplacer... OK. C'est bon. Alors, on va faire le delta V sur V en fonction de sigma. Donc, la courbe, elle est comme ça, linéaire ici, puis faire ça. Donc, ça, c'est le domaine qu'on appelle le domaine échantillon intact, c'est-à-dire on va faire sigma HS. Donc, parce que lorsqu'on a fait un forage, donc automatiquement le sol il a tendance à se déconfiner parce que il était consolidé. Donc lorsqu'on a fait un trou, donc le sol il a tendance à se déconfiner, c'est-à-dire à s'ébouler, à faire un éboulement. Donc à se déconfiner, donc il a une décompression. Dans un point M, c'est quoi sigma V? C'est gamma fois H, c'est ça? Donc ça, c'est sigma V. Donc dans un point donné, donc on peut représenter le point M à travers sigma V et sigma H. Ça, c'est votre cours de géotechnique. Sigma H, elle est en fonction de K fois sigma V. Le K, c'est le K au repos. Alors, le K au repos, c'est à peu près, c'est la formule de Jacqui, c'est 1 moins sinus phi. Le sinus phi, si on fait phi est égal à 30 degrés, donc c'est à peu près 0,5. Donc, à peu près sigma H, c'est la moitié de sigma V, d'accord? Ici. Donc ça, dans un terrain naturel. Alors, lorsqu'on a fait un forage, donc le sol, il a tendance à se déconfiner. Donc, il n'est plus appliqué cette contrainte sigma H.
parce que il n'y a pas de les conditions limites, ils changent parce que ici elle était compressée par la nature. On a fait un trou, donc sigma h il a tendance à se décomprimer. Donc lorsqu'on a fait la pression, donc ici c'est la sonde, ça c'est la sonde, et on a fait des pressions ici par l'eau, des pressions par l'eau. Donc bien sûr, sigma h, dans l'état initial, sigma h0, il est inférieur à ce sigma h. Donc, on va augmenter la pression, augmenter la pression, augmenter la pression, jusqu'à arriver à cette pression initiale, qui est K rho fois sigma hs. Donc, les laboratoires, qu'est-ce qu'ils font? Ils font cette courbe pour étalonner jusqu'à ce point qui est, on peut l'appeler la zone de déconfinement, de décompression. C'est-à-dire le sol il se décomprimait, il a délaté un petit peu ici. Donc jusqu'à ce point, donc ça c'est le point de départ. Donc on a remarqué que c'est delta V sur V, qui n'est que, c'est quoi? C'est la loi de Hooke, c'est delta sigma sur sigma. Donc ici on a remarqué que le sol il se comporte élastiquement avec ce qu'on appelle le module, ça c'est le module EM pressiométrique. C'est la même chose qu'un acier, sigma fois epsilon. On a ici ES, c'est ça? C'est la même chose ici. Donc le EM c'est le module pressiométrique, jusqu'à une pression qu'on appelle pression de fluage. Pression de fluage, non de rupture, c'est après. Donc lorsqu'il atteint cette pression de fluage, le sol il a tendance à se plastifier, c'est-à-dire il n'a plus le comportement élastique, il a un comportement plastique. C'est-à-dire, c'est quoi un comportement plastique? Lorsque je vais appliquer une force et je vais... oui, pardon. Alors, au-delà de cette pression de fluage, on a un sol qui est plastifié jusqu'à une contrainte qui est PL. Ici, c'est PL. Donc, le log de pressiométrique, qu'est-ce qu'il donne? Le log, il donne par profondeur Z, 1,50 en mètres, 1,50, 3 mètres, 4,50. Il donne quoi? Il donne le EM, il donne le PF et il donne le PL. Ici, dans chaque profondeur. Avec ces paramètres, on peut justifier une fondation ou bien un sol ou bien un talus. C'est des paramètres très importants pour la justification dans un projet géotechnique. Donc ça, vous l'avez fait dans votre cours géotechnique. Et c'est un essai que vous utilisez, que ce soit dans le bâtiment, ou bien dans les ouvrages d'art, ou bien dans le tracé. Donc, c'est un essai très, très utilisé. Et il faut le maîtriser. Le mode opératoire, c'est très important parce que, généralement, il faut maîtriser ce que le laboratoire nous donne. La norme est le laboratoire, parce que, généralement, les laboratoires, il faut vérifier ces étalonnages, que ce soit le calibrage et l'étalonnage pour la partie de déconfinement ou bien de décompression. Donc ça, c'est pas notre objectif, mais il faut vérifier ça. Alors, tout ça pourquoi? Pour faire tout ce qu'on appelle la lithologie. Alors, la lithologie, c'est la description du sol dans un plan. C'est-à-dire, ici, c'est un pont à plusieurs travées, avec des appuis. Donc, on va dresser une lithologie, des figures pour représenter les couches traversées. Et chaque couche, elle est représentée par des caractéristiques mécaniques. Ici, par exemple, on va définir c'est quoi le EM, c'est quoi le PL, c'est quoi le PF, c'est quoi sigma prime P0, c'est-à-dire pour l'essai volumétrique. Oui. Monsieur, les couches ديال لي سول كناخذوهم من الكارت جيولوجيك. Non, c'est au géotechnicien ou bien à l'ingénieur ouvrage d'art de faire cette lithologie. C'est pas la courbe géologique qu'il nous donne sommairement, c'est quoi les couches traversées. Mais pour un projet ouvrage d'art, il faut le définir à travers des essais in situ ou bien au laboratoire. OK.
Donc ça, c'est un exemple de profil géotechnique. Donc il faut maîtriser cet aspect géotechnique. Donc la géologie, bien sûr, il faut la définir. C'est pas un ingénieur débutant ou bien d'expérience de moins de 20 ans. C'est un géologue. Il faut avoir minimum 20 ans et plus parce que la géologie, elle est très délicate. Alors pour les données hydrauliques, pour les données hydrauliques, tout d'abord, on va commencer par la définition, ce qu'on appelle l'hydrologie, c'est-à-dire le débit. Pour définir le débit, vous avez fait ça dans votre cours hydrologique. Tout d'abord, il faut définir ce qu'on appelle le bassin versant. Le bassin versant, donc ici, vous voyez ici un bassin versant, il faut définir c'est quoi la longueur d'un bassin versant, c'est quoi la pente d'un bassin versant, et c'est quoi le coefficient de ruissellement. Donc, le bassin versant est délimité à l'aide des cartes topographiques. Bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il faut définir les courbes de niveau et choisir ici. Il est défini par une courbe de niveau. Ici, c'est une courbe de niveau. Ici, c'est une courbe de niveau. Donc, il faut choisir la crête d'une courbe de niveau ou bien d'un terrain et délimiter un petit peu, diviser le terrain pour délimiter les bassins versants. Alors, lorsqu'on va définir le bassin versant et les caractéristiques de bassin versant, on va définir, ça c'est, par exemple ici, c'est une délimitation des bassins versants. Donc, vous voyez ici, c'est quoi? Donc, on voit très bien que cette frontière, c'est une partie qui est très haute. Parce que la goutte d'eau, il va faire soit une trajectoire vers le bas ou bien vers le haut. Donc, ça c'est la définition du bassin versant. On va supposer une goutte d'eau et on va dire est-ce qu'il peut faire cette trajectoire ou bien cette trajectoire. Ça dépend du terrain et ça dépend de l'altitude du terrain. Donc ici, c'est une altitude qui est très importante que celle. Donc, on va définir ce qu'on appelle la longueur du bassin versant, la superficie du bassin versant et la pente. Et le coefficient de ruissellement, il dépend du terrain traversé. Donc, lorsqu'on est dans le bois, c'est 0,1. Lorsqu'on est dans une route sans revêtement, c'est 0,7. Ça, c'est des coefficients qu'il faut le faire. Et par la suite, il faut chercher les IDF ou bien les courbes intensité, oui, durée, fréquence. Durée de fréquence. Donc, et par rapport à une période de retour, c'est-à-dire, on va supposer pour un débit, toujours, il y a la notion de la probabilité. C'est-à-dire, on va dire, c'est quoi la probabilité d'occurrence d'une crue donnée? C'est-à-dire, est-ce que dans votre projet, vous allez supposer que la crue va faire une période de retour de 10 ans, ou bien de 20 ans, ou bien de 50 ans, ou bien de 100 ans? Et ça, c'est très important pour définir le débit, parce que lorsqu'on va augmenter la période de retour, on va augmenter la probabilité d'avoir une crue exceptionnelle. Une crue décennale, c'est-à-dire 10 ans, ce n'est pas une crue centennale. Et vous voyez ici que l'intensité, il augmente par rapport au temps de retour. Donc les IDF, ils vont donner quoi? Ils vont nous donner l'intensité et le TC. C'est quoi le TC? C'est le temps de concentration. Donc lorsqu'on a les IDF et ça, donc on va définir le débit. Le débit avec la formule rationnelle, c'est quoi? C'est le coefficient de ruissellement fois I fois S. C'est quoi S? C'est la superficie, c'est la surface, merci, sur 3,6. 3,6, c'est un coefficient de corrélation d'unité. C'est empirique. Et la formule utilisée dans les ouvrages d'art, c'est la formule de Kirpich, qui est le TC, elle est égale à quoi? Elle est égale à 2,2005 fois K, 0,81. Avec K, c'est quoi? C'est la longueur du bassin versant sur le périmètre du bassin versant. Ça, c'est votre... Donc, l'ingénieur ouvrage d'art, ou bien il maîtrise cet aspect, ou bien il va s'associer avec un hydrologue pour définir ce qu'on appelle le débit. Alors, lorsqu'on on va définir le débit, on va faire un calcul hydraulique. Tout ce qui est, vous avez fait ça, étude hydraulique ou bien fluviale, ou bien, c'est-à-dire transitoire ou bien permanent. Vous avez déterminé le PHE, je pense, dans votre cours de PHE. Alors, une fois ces données d'hydrologie et d'hydraulique qui sont fixées, il faut fixer aussi ce qu'on appelle les données climatiques. Donc, tout d'abord, on va commencer par le vent. Dans quelle région on est situé ici au Maroc? Le Maroc, il dispose d'une carte de vent, donc, qui donne la vitesse du vent. Est-ce que vous l'avez voyez
Un petit. Donc, la carte du vent, il donne quoi? Il donne la vitesse. La vitesse, il y a la notion de quoi? La vitesse normale et la vitesse extrême. Donc, la vitesse normale, la formule, c'est quoi? La, la vitesse extrême, c'est... Non, ça, c'est pour la pression dynamique, V carré sur. Mais la relation entre... Parce que la carte, il donne des pressions extrêmes. Et il faut calculer avec des pressions normales. La relation, c'est V sur racine de 1 sur 75. Donc, il faut maîtriser ça. Ça, c'est par rapport à la réglementation NV65. NV65, c'est énergie vent 65. Il y a la réglementation de l'Eurocode 1 qui traite cette température avec la carte du vent du Maroc. Alors, les variations uniformes de température et le gradient thermique, donc il faut veiller à faire, à fixer ou bien à définir c'est quoi les variations du temps, parce qu'un projet ouvrage d'art ou bien un projet quelconque, il y a une variation, ou bien on le construit dans une période estivale ou bien une période hivernale, donc il y a une variation thermique. Donc, il faut le définir. Et éventuellement, la neige, si on est dans des montagnes ou bien, ça, c'est très, très peu utilisé ici au Maroc. Donc, ces paramètres sont bien définis par la norme et peuvent être adaptés si nécessaire, bien sûr. L'adaptation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au vent, par exemple. Ces données peuvent impacter, bien sûr, la géométrie du tablier longitudinal et transversal. On va la voir dans le dimension. Alors, résumé, donc, fonctionnel, c'est géométrie de la voie portée. La géométrie, c'est quoi? C'est le tracé en plan, le profil en long et le profil en travers, le gabarit de la voie. Donc, les naturels, il faut définir la topographie, la géotechnique du site et les données hydrauliques. Et pour les climatique, il faut définir le vent, la température et la neige. D'accord? Donc, on va passer quoi à... Donc, ça, c'est les caractéristiques. Donc, on a vu ça, les caractéristiques du tablier. OK. Alors, la détermination de l'implantation, donc ici dans l'APS, lorsqu'on a défini ces données, pour proposer des solutions, il faut définir le tracé en plan de l'ouvrage d'art. Alors, on va commencer ce qu'on appelle la détermination de l'implantation des appuis. Alors, c'est quoi l'implantation des appuis? Donc, bon, pour expliquer ça, je vais faire cet exemple. Alors, vous voyez ici, c'est une brèche ou bien c'est un obstacle à franchir, ici. D'accord? Alors, il y a les deux choses. Il y a le profil en long. Donc, le profil en long, bien sûr, l'appui, le premier appui, il faut le définir ici. Et le deuxième appui, ici. Éventuellement, un appui provisoire si la travée, elle est très longue. Donc, il faut définir le profil en long et le tracé en plan. Donc, il y a la notion, ce qu'on appelle un franchissement droit et un franchissement biais. Le biais, c'est quoi? C'est alors le biais, c'est l'angle que fait la voie projetée avec la voie portée. C'est quoi la voie projetée? Donc, on va faire cet exemple de la brèche. Donc, supposons on a un canal. On a un canal. Alors, ce canal, on va faire ça, c'est le profil en long. Et la vue en plan, on va la faire ici. Alors ici, c'est le canal. Donc, le canal, c'est... Donc, ici, c'est la pente. Ici, c'est la pente. Ici, c'est la pente. Ça, c'est le canal, la vue en plan. Supposons qu'il y a une route ici, une piste. Une piste. Ici, une piste. Une piste carrossable, ou bien dans une campagne, ou bien en rase campagne. Donc, et on veut traverser ce canal. Ça, c'est le canal. Alors, tout d'abord, il faut définir les appuis par rapport au profil en long. Alors, cette coupe, donc ça,
Ça, c'est AA. Donc, le profil en long, c'est par rapport à la voie portée. Par rapport à la voie, ou bien l'obstacle franchi. L'obstacle franchi. Alors, tout d'abord, il faut définir les appuis. Donc, ici, c'est un appui. Ici, c'est un appui. Donc, dans l'avion plan, donc ça, c'est l'appui. Et ça, c'est l'appui. Et il faut définir l'axe. Donc, vous voyez ici que l'axe de la voie portée, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est le canal. Avec l'axe du canal, il fait quoi? Il fait un angle qui est phi. Donc, lorsqu'on a phi est égal à 90, c'est-à-dire il est perpendiculaire au canal, on parle d'un franchissement droit. Lorsque le franchissement est droit, donc c'est 90 degrés. Lorsque l'inclinaison ou bien l'angle est différent de 90, on parle d'un franchissement ou bien d'un franchissement biais. Donc la notion du tracé en plan, il va définir la notion du biais et bien sûr la longueur, parce qu'une longueur biaise n'est pas une longueur droite. Il y a un sinus phi qu'il faut l'intégrer. Donc, dans le profil en long, dans la définition des appuis, il faut définir les appuis et bien sûr la notion du canal. On va voir par la suite, est-ce qu'on a possibilité de projeter un appui intermédiaire ou pas? Ça dépend de la longueur franchie. Donc ça, c'est très important. La notion du biais. OK. Donc voilà, donc ici c'est le canal, donc ça c'est le biais. Ça c'est le biais, donc ici j'ai représenté un petit peu droit, le canal il est droit, et ici on a représenté la voie projetée qui est droite. Donc à peu près. Ici c'est un canal plus une voie ferrée. Vous voyez ici un canal et une voie ferrée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va franchir le canal, deux obstacles. La longueur de la brèche, c'est ça. Donc les appuis, au préalable, il faut les définir ici et ici. Et si la longueur elle est très importante, éventuellement un appui provisoire. Donc la longueur ou bien le tracé en plan, il est biais ici. Donc résumé, pour implanter les appuis, il faut définir ce qu'on appelle les obstacles à franchir et il faut définir ce qu'on appelle le biais ou bien l'angle que fait la voie portée avec l'obstacle franchi. Les deux, parce que ici, la ligne portée, il fait un angle différent. Ça, c'est l'angle biais, qui est différent de 90 degrés. Lorsqu'on a 90 degrés, c'est droit. Alors, la détermination de l'implantation de cette étape permet d'évaluer la longueur totale du pont, ainsi que le nombre de travées et leur distribution, la répartition et la longueur des portions. On va la voir par la suite. C'est quoi la répartition de la longueur? Ça dépend de la longueur qu'on va choisir. Ça dépend de la structure qu'on va choisir. D'étudier en fonction de la longueur d'ouvrage l'opportunité d'un découpage longitudinal en tronçons séparés les uns des autres par des joints de dilatation, parce qu'on ne peut pas faire une longueur très importante pour des raisons, par exemple, des raisons thermiques. Pour des raisons de dilatation, il faut faire des joints de dilatation. On va les voir par la suite. Alors ici, c'est un exemple. Donc, exemple de sélection d'implantation d'appui. L'exemple suivant porte sur un cas très courant du franchissement du plateforme autoroutière. Ici, c'est une autoroute en déblai. Ça, c'est un déblai. Vous connaissez un petit peu c'est quoi déblai, remblai? Déblai, donc on va déblayer. Ici, c'est le terrain naturel. Et on va faire l'autoroute en dessous du terrain naturel. C'est un déblai. Si on veut faire une autoroute au-dessus du terrain naturel, c'est en remblai. Donc ça, c'est en déblai. Donc, et on a la voie portée, ou bien l'autoroute, il fait quoi? Il fait à peu près 20 mètres de largeur. Donc ici, c'est 10 mètres et 5 mètres de largeur. Donc 2 fois 2 voies. Les 2 voies, c'est 10 mètres. 10 mètres. Et TPC, c'est quoi? TPC, c'est terrain plein central. On peut faire 12 mètres. Il y a les autoroutes récentes.
il y a 12 mètres de TPC parce qu'on prévoit des élargissements futurs. Par exemple, si on a un élargissement futur, dans les autoroutes, les anciennes autoroutes, on a prévu 3 mètres. Et on s'est retrouvé par la suite de difficultés d'élargissement parce qu'il n'y a pas assez de place dans le TPC. On a élargi à l'extérieur. Des difficultés, surtout dans les ouvrages d'art. Donc, la conclusion, bien la décision que ADM a fait depuis 2010, c'est de faire des TPC de 12 mètres pour loger les élargissements futurs. Donc 5 mètres ici, c'est les autoroutes de 90, c'est l'autoroute FES, c'est 5 mètres à peu. L'autoroute Casa, c'est 3 mètres. Alors, ça, on a 50 mètres. On peut faire quoi? On peut faire, la première solution, c'est quoi? Faire ici un appui, 10 mètres, 15 mètres, 15 mètres, 10 mètres. Donc, on a placé quoi? Donc, 15 mètres, on a placé l'appui dans le TPC, au milieu de TPC. Vous voyez ici le TPC. Donc, au milieu de TPC, ici, on a fait 15 mètres. Donc, ici, 2 mètres et demi et 2 mètres et demi. Ici, 2 mètres et demi, 2 mètres et demi. Donc, c'est 15 mètres. Ici, 15 mètres. Donc, ça c'est un pont à 4 travées, avec des travées de rive de 10 mètres, une travée centrale de 15 mètres. Ça, c'est la première proposition. Donc, ça, on va faire toutes les propositions, les croquis de propositions. La solution 2, donc, moi, l'ingénieur ouvrage d'art, je vais dire, je ne veux pas cet appui intermédiaire. Je vais faire une travée centrale de 30 mètres. Donc, j'ai éliminé ou bien j'ai enlevé l'appui provisoire pour faire 30 mètres, 10 mètres et 10 mètres. D'accord? Et on va voir les inconvénients de chaque solution, les avantages de chaque solution. Donc, ça, c'est la première, c'est portée de 15 mètres. La portée maximale, c'est de 15 mètres. Ici, la portée maximale, c'est 30 mètres. La troisième solution, donc, je ne vais pas faire 2 appuis, je vais faire un seul appui. Donc, je vais faire un appui ici, 25. Donc, à 2 travées de 25 mètres. Donc, la portée maximale de 25 mètres. Alors, la solution la plus évidente, c'est faire 2 appuis de culée. Ça, c'est la culée. Et faire une portée de 50 mètres. D'accord? Donc, pour choisir une solution ou bien les solutions envisageables, il y a 2 paramètres ou bien 2 critères qu'il faut faire. Il y a ce qu'on appelle les proportions des travées, c'est-à-dire ce qu'on appelle le balancement. Le balancement, c'est quoi? C'est... OK. Alors, le balancement, c'est quoi? C'est le rapport de la travée de rive par rapport à la travée centrale. Alors, le balancement, ou bien la proportion de la travée de rive avec la travée, c'est le balancement. Ici, c'est 10/30. C'est quoi? C'est le balancement. Donc, le premier critère qu'il faut faire, c'est les proportions des travées. C'est-à-dire, la travée de rive, c'est quoi la proportion de la travée de rive par rapport à la travée centrale? Donc, il faut voir ça. Et le rapport de l'élancement. C'est quoi un élancement? Alors, l'élancement, je vais faire ça donc pour résumer un petit peu. OK. L'élancement, c'est... Alors, je l'ai expliqué, je pense, la dernière fois. Donc, l'élancement, c'est quoi? Donc, si on a... Exactement. Donc, ça, c'est... Bon. Alors, ça, c'est H. H, c'est la hauteur du tablier. Le tablier, c'est la partie qui va supporter l'ouvrage d'art. Alors, ça, c'est L. L, c'est la longueur du travée. Alors, l'élancement, c'est H tablier sur L. C'est l'élancement. Alors, il faut voir, comme j'ai dit, il faut voir les deux choses. Alors, si je fais un autre appui ici, donc ici, un appui ici, et un appui ici. Alors, ça, c'est L central. Donc, le balancement, c'est quoi? C'est L de rive
L de rive sur L central. Bien sûr, il est inférieur à 1 parce que on va choisir. Bon, Monsieur, oui, monsieur, pour les lancements ديال travée de rive شنو هي أستاذ؟ c'est pas les lancements de la travée de rive. Les lancements, il est défini par rapport à la hauteur du tablier, l'épaisseur du tablier, L'épaisseur de tablier sur la longueur de travée. sur une longueur de travée, que ça soit une travée de rive ou bien travée centrale. Généralement on va calculer les lancements par rapport à la travée centrale parce que c'est la plus délicate. باش غادي ينفعنا أستاذ؟ On va voir par la suite, on va voir. Alors, concernant les proportions des travées, on doit respecter le balancement défini par le rapport de la longueur de la travée de rive et le travée adjacent et noté alpha. Le balancement, c'est alpha. En général, on recommande 0,6 à 0,8. Alors, il y a une raison, si vous réfléchissez un petit peu, pourquoi on va minimiser un petit peu la longueur de rive par rapport à la longueur centrale. Pourquoi? Dans un système, pour faciliter la tâche, dans un système hyperstatique, c'est-à-dire une poutre continue de 3 travées par exemple, pourquoi on va choisir la longueur de rive inférieure à la longueur centrale? Pourquoi? Okay. Oui? Parce que c'est question RDM, ça, c'est... Alors, par exemple, c'est toujours... Alors, le moment, oui, le moment ici, c'est comme ça. Bon, on va le voir. Alors, pour ne pas maximiser ce moment ici, on va raccourcir cette partie. Parce que le moment ici, à peu près, c'est PL carré sur... ici, c'est PL carré à peu près sur 10. Donc, pour ne pas avoir des appuis qui sont avec des moments très importants, on va raccourcir cette longueur pour minimiser un petit peu cette longueur. C'est question de RDM. Et bien sûr, pour les poutres hyperstatiques, c'est minimiser un petit peu la réaction hyperstatique. Parce que dans un pont hyperstatique, la précontrainte, par exemple, la précontrainte, il y a ce qu'on appelle la précontrainte hyperstatique, donc il faut l'annuler, d'où la notion de, pour minimiser un petit peu la réaction, donc il faut minimiser un petit peu la longueur. Donc ça c'est à peu près, parce que, donc si on minimise un petit peu la longueur, donc on va avoir un moment ici faible, donc ici c'est faible. Lorsque la longueur ici, elle est très importante, bien sûr, elle ici, elle est très importante et ici, c'est très important. Oui. Ici, bien sûr, on a constant. Là, ici, c'est 0. Parce que ici, on va voir dans un pendule, il y a l'appareil d'appui. L'appareil d'appui, c'est une souplesse avec des degrés de liberté, c'est-à-dire des rotations et des déplacements. Donc, on va voir ça. Une poutre de Kako, la poutre de Kako, c'est une poutre hyperstatique. La poutre de Kako que vous avez fait. Vous avez fait la distribution de Kako dans votre... Donc, c'est quoi poutre hyperstatique? C'est la continuité de matière. C'est-à-dire ici, j'ai fait par exemple, j'ai fait une poutre ici. Et j'ai fait des poutrelles. Ça, c'est des poutrelles. Et ça, c'est la poutre. Et ça, c'est poutre. Donc, cette poutre, elle est continue elle est contenue par la matière et il y a des degrés de liberté. Ici, il y a des appuis. C'est quoi les appuis? C'est le blocage d'un déplacement vertical. C'est un appui simple. Donc, lorsqu'on a un appui simple, parce que le blocage d'un déplacement vertical, il y a un moment. Donc, c'est hyperstatique.
OK. Alors, on a intérêt pour, comme j'ai dit, donc, pour des raisons de calcul, de minimiser un petit peu la longueur de travée de rive par rapport à la longueur de travée de pinceau. Donc, on va revenir à nos exemples. Donc, le premier exemple, qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi 10 mètres, 15 mètres, 15 mètres et 10 mètres. Donc, le balancement ici, c'est quoi? C'est 10 sur 15, c'est 0,67, un balancement correct. Qu'est-ce qu'on a dit? Le balancement, il doit être entre 0,6 et 0,8. Alors, le deuxième exemple, c'est quoi? Alors, c'est 10, 30, 10. On a éliminé l'appui ici. Donc, le balancement, c'est 10 sur 30, 0,34. Donc, balancement non correct. La première chose, c'est balancement. Alors, la deuxième chose, alors, la notion de balancement, c'est à partir de 3 travées. Deux travées, c'est similaire. Donc, 25, 25, il n'y a pas de balancement à calculer. Et bien sûr, ici, il n'y a pas de balancement parce que c'est une travée unique. D'accord? Donc, ici, juste pour la raison du balancement, on a éliminé cette solution et qu'il nous reste ça et ça et ça. Donc, on va voir, c'est quoi le deuxième critère. Le deuxième critère, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, c'est les lancements. Les lancements, ça, c'est pas une norme. Ça, c'est les bonnes pratiques. Donc, si vous faites 1 mètre, 1 de balancement, il faut, parce que ça, c'est des recommandations pour avoir des solutions économiques qui rentrent dans un budget économique. C'est réalisable de faire une travée de rive qui est égale à travée centrale. Oui. On va voir. Donc, cette solution de 25, 10 mètres. Oui. On va faire ça, par exemple. Il y a cette solution. Exactement. Toutes les solutions possibles. L'ingénieur sait économiser, faire une solution optimale. Mais toutes les solutions sont possibles. Et il faut assumer les conséquences d'une solution non optimale. C'est quoi les conséquences de ça? Par exemple, le soulèvement. Le soulèvement, il n'est pas, par exemple, dans la vérification des appareils d'appui, le soulèvement, il est impossible de vérifier le soulèvement avec une longueur de rive qui est égale à la longueur de trave. Donc, il faut faire un dispositif anti-soulèvement. Le dispositif anti-soulèvement, c'est très cher. Il y a la solution technique, mais il est très cher. Il y a plusieurs risques. J'ai dit ça, c'est un exemple. Le premier exemple, pour un précontrainte, l'effet hyperstatique, il est très, très important. Pour l'appareil d'appui, parce que lorsqu'on donne la recommandation par rapport à toutes les vérifications possibles, il n'y a pas seulement le tablier, il y a les appareils, il y a les appuis, il y a les fondations. Donc j'ai dit ça, l'appareil d'appui, c'est par rapport à la vérification du soulèvement. Parce qu'il y a un soulèvement dans les travées, dans l'acculé, il faut avoir un dispositif de soulèvement. Parce qu'il y a disproportionnalité des réactions. Et le soulèvement, c'est la disproportion des réactions, par exemple. Donc, les recommandations, ce n'est pas une norme, mais il vous conseille de faire ça pour ne pas avoir ces problèmes. Si vous faites ça, attendez à ces problèmes et ces contraintes techniques. Et c'est faisable, bien sûr. Bien sûr, ça, il est basé sur des expériences, parce que ça, c'est des recommandations CETRA. Donc, CETRA, parce qu'ils nous ont dépassé. Donc, les constructions sont dans les années 30, 40, 50. Donc, les ouvrages d'art courants, ils deviennent les ponts d'art, les ponts à poutres, les ponts cadres et les portiques. Ils sont des ouvrages courants. Donc, ils ont un petit peu capitalisé leur savoir-faire, leur savoir et leur savoir-faire pour donner ça. Alors, la deuxième notion, qu'est-ce qu'on a dit? Les lancements. Les lancements, il va impacter surtout le gabarit. Parce que, je vais revenir ici. Parce que ici, la ligne rouge, alors ici, c'est la ligne rouge. Alors, la ligne rouge, c'est ici, la ligne rouge. Alors, si on a un cours d'eau, il faut respecter ce qu'on appelle le PHE. Ici, le PHE. Ici, PHE. Ici, une autoroute, il faut respecter le gabarit. C'est-à-dire, ici, c'est un gabarit ou bien voie ferrée. Ou là.
Donc, voie ferrée, donc ici, le gabarit. Ça, c'est le gabarit. Le gabarit, c'est la distance entre l'intrado du tablier et la ligne rouge de la voie franchie. Donc, la notion de l'élancement, il va nous donner, c'est quoi l'épaisseur du tablier. Donc, à partir de l'épaisseur du tablier, on va calculer ce qu'on appelle le gabarit. Donc, si on a un élancement très grand, c'est-à-dire une hauteur du tablier très importante, donc la ligne rouge, cette distance, il va être très importante. On va la voir par la suite. Donc cette notion d'élancement, il va impacter la ligne rouge. C'est quoi la distance qu'on va franchir? C'est quoi cette distance verticale qu'on va franchir? D'accord? Bien sûr, lorsqu'on l'élancement, il est... La ligne rouge, c'est la ligne de l'ouvrage d'art. Ce n'est pas la ligne du terrain naturel, de l'ouvrage d'art. OK. On va donner un exemple. Donc ici, on va reprendre le même exemple et on suppose que le gabarit minimal est 5 mètres. Par exemple, dans une autoroute, c'est 5 mètres, le gabarit minimum. Et que le lancement du tablier, c'est H sur L, elle est égale à 1 sur 15. On va supposer ça. D'accord? Alors, le H sur L, il dépend de la nature de la conception. Un pont apôtre, ce n'est pas la même chose qu'un pont d'arc. On va la voir dans le chapitre suivant. Donc, déterminons le niveau du gabarit à respecter. Examinons les 3 solutions retenues dans le premier exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? La première chose. Alors, on a donné quoi? On a donné ici la ligne rouge de l'autoroute, c'est 72,2. NGM, niveau général marocain. Et donc ici, donc la ligne rouge de la voie portée ou bien de l'ouvrage d'art, c'est 79,1. Donc il faut vérifier que cette différence, avec l'intégration de l'élancement, elle est respectée. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors pour, qu'est-ce qu'on a dit? L, elle est égale à 15. D'accord? Alors l'élancement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est 1 sur 15. Donc, c'est H sur 15, elle est égale à 1 mètre. H, elle est égale à l'élancement fois 15. C'est ça, c'est clair. Donc, c'est 15 sur 15, c'est 1 mètre. Alors, Z tablier, donc le Z tablier, c'est 79,1. 79. Ici, c'est 79,1. Et on va retrancher quoi? On va retrancher 1 mètre de l'épaisseur. Donc, Z tablier, c'est pas Z tablier, mais Z intrado. Z de l'intrado du tablier. Z tablier, c'est 79 moins 1,1 moins 1. Donc, c'est 78,1. Alors, qu'est-ce qu'on va comparer? Alors, le Z minimum du gabarit, c'est quoi? C'est le 72,2 plus 5. Donc, c'est 77,2. À partir de cette distance, on a ajouté 5 mètres du gabarit. Donc, le minimum, il faut que le tablier soit au minimum 77,2. Minimum. Si on dépasse cette valeur, le gabarit n'est pas respecté. Donc, le Z tablier et le Z intrado, c'est 78,1. Donc, on est au-dessus de 77. Donc, 78,1 Z tablier, c'est Z gabarit, solution acceptée. Ok. Alors, je vais reprendre ça manuellement. Ok. Juste vous rappeler de 72,2 et 79,1. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que notre cas, c'est quoi? C'est une autoroute en déblai, c'est ça. La première proposition, c'est quoi? C'est faire, le premier appui, c'est ici.
Ici, c'est quoi? C'est 10 mètres. Ici, c'est 15 mètres. Ici, c'est 15 mètres. Et ici, c'est 10 mètres. Donc, c'est 10 mètres. Alors, la ligne rouge ici, qu'est-ce qu'on a dit? 72,2 NGM. Et on a supposé, c'est une donnée du problème, c'est que H sur L, les lancements, c'est 1 sur 15. D'accord? Et on a supposé, ça c'est des données du problème, donc le gabarit minimum, c'est 5 mètres. La première chose, on va calculer, c'est quoi? Jusqu'à 5 mètres. On va dessiner ce qu'on appelle la ligne de gabarit. Donc, à partir de cette ligne de gabarit, notre pont ne doit pas dépasser cette ligne de gabarit. Donc, cette ligne de gabarit, c'est quoi? C'est 72,2 plus 5. C'est 77,2 NGM. Donc ici, c'est 77,2 NGM. Alors, comme j'ai dit, le tablier, donc on a donné, c'est quoi? On a donné la ligne rouge. La ligne rouge, c'est la côte supérieure du tablier. La ligne rouge, c'est quoi? C'est 79,1 NGM. 10 mètres. Alors, pour vérifier est-ce que le tablier passe en gabarit, il faut calculer l'épaisseur du tablier. C'est quoi l'épaisseur du tablier? H. H, c'est une inconnue. Exact. Donc, il faut le calculer. Donc, H, c'est quoi? C'est L sur 15. Alors, le L, il diffère soit 10, soit 15. Donc, on va le calculer suivant la longueur maximale. Donc, le H, il y a ou bien H1 ou bien H2, ou bien 15, 10 sur 15, ou bien 15 sur 15. Donc, ici, c'est 0 quelque chose. Et ici, c'est 1 mètre. Bien sûr, on va respecter le maximum de ça. Donc, le maximum pour... donc, ça, c'est le maximum. Ça, c'est le 1 mètre. Alors, H, il est déterminé. Donc, ici, c'est H, il est égal à 1 mètre. Donc, on va définir ce qu'on appelle Z tablier ou bien Z intrado. Z intrado ou bien Z tablier. C'est quoi Z tablier? Ici, ce niveau, c'est 79,1 moins H. 78,1 NGM. Donc, cette solution, il nous offre un intrado qui est au-dessus de la ligne de gabarit. Donc, 78,1, il est supérieur à 77. Donc, la solution, il est bon. On ne doit pas dépasser 78. Bien sûr, 77,2. On ne doit pas dépasser 78,1. Bien sûr, avec la ligne de... parce que la chose qu'on maîtrise, c'est le tablier. C'est pas le gabarit, il est là. L'autoroute, elle est là. Le gabarit, il est là. Donc, il faut proposer une solution de tablier pour respecter ça. Si on va la voir par la suite, dans le deuxième exemple, que la vérification n'est pas remplie. OK, c'est clair? Oui. Alors, pour les ponts courants, non, il faut choisir une hauteur qui est constante. Pour les ponts non courants, tels que le voussoir ou bien le pont non corbellement, on peut faire des hauteurs qui sont variées. On va voir ça par la suite dans les conceptions. OK. Alors, voilà. Donc, ça, c'est le résumé de ça. Donc, L, elle est égale à 15. H, elle est égale à 1 mètre. Z tablier, 79,1 moins 1, 78. Donc, Z tablier, Z gabarit, solution acceptée. Alors, on va faire la même chose ici. Alors, 25. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va calculer tout d'abord H, la hauteur du tablier, avec cet élancement.
Donc 25 sur 15, c'est quoi? C'est 1,67. Donc la hauteur du tablier, il devient 1,67 au lieu de 1 mètre. Donc Z tablier, c'est 79,1 moins 1,67, 77,43. On a un petit peu une marge de 23 cm à peu près. 43, 20. Donc à peu près, on a 23 d'espace. 23 cm. 79, ah, c'est une donnée, bien sûr. Alors, cette donnée, elle est... Oui, oui. Oui, monsieur, la hauteur اللي ما عرفناش كيفاش كنديروا نحسبوها monsieur. La hauteur, c'est quoi? C'est l'élancement fois la longueur de la travée. Monsieur, on fixe un élancement, on calcule par Exactement. rapport Alors, dans cet exemple, on a fixé l'élancement. On va voir dans le chapitre suivant que l'élancement, il diffère suivant la nature du pont. Un pont à poutre, ce n'est pas la même chose qu'un pont dalle. Donc, on va voir toutes les données ou bien toutes les hypothèses possibles pour l'élancement. Ok, monsieur. Donc, L25, donc H, donc ici, vous voyez que lorsque la travée, il devient plus longue, donc la hauteur du tablier, il devient plus épaisse. Donc, bien sûr, le gabarit, il se réduit. Alors, pour 50, ici, oui, c'est de l'autoroute. On va franchir une autoroute. Ça, c'est une autoroute. On va franchir une autoroute à travers un pont. Donc, ça, c'est une donnée et ça, c'est une donnée. Et bien sûr, le gabarit, c'est une donnée. On a vu dans le chapitre précédent que les gabarits diffèrent suivant la nature de la voie franchie. Un gabarit ferroviaire, ce n'est pas la même chose qu'un gabarit routier. Si vous révisez un petit peu votre cours, il y a 5 mètres, il y a 4,50, il y a 4, donc ça diffère. Alors, si on fait la même chose ici, dans l'application de 50 mètres, avec le même élancement, donc 50 sur 15, c'est à peu près 3,34. Alors, on va retrancher 79,1 moins 3, c'est 75,76. Donc, 75,76, elle est inférieure à 77,2. Donc, non accepté. Donc, la solution ici, c'est quoi? Ou bien choisir ça, si on est riche, on va modifier un petit peu les lignes rouges. Donc, on peut modifier les lignes rouges, ou bien rehausser ça, ou bien... Non, la section courante de l'autoroute, c'est très difficile parce qu'il y a la notion de la longueur de l'autoroute. Le plus simple, c'est rehausser ça. L'éculé, il devient plus enromblé, ou bien... Donc, solution, qu'est-ce qu'on a vu? L'implantation des appuis. Il faut définir ce qu'on appelle le balancement pour définir c'est quoi le balancement minimum 0,608. On a éliminé la première solution c'est pas la première solution, la deuxième solution de 30 mètres de travée. Ici, les lancements, on a éliminé cette solution. Donc ici, il y a ces deux solutions. Ça, c'est la PS. Donc dans la PD, on va voir. Donc le choix du type de l'ouvrage et sa coupe transversale, une fois l'emplacement des appuis figé, la répartition des travées et leur longueur est bien déterminée. La portée la plus longue permet d'orienter le choix du type d'ouvrage le mieux adapté. Par exemple, on va voir par la suite 15 mètres. On peut ou bien choisir un pont dalle ou bien un pont à poutre. Ici, un pont dalle précontraint n'est pas un pont dalle armé parce que l'armée ne dépasse pas les 18 mètres. On va voir dans le chapitre suivant c'est quoi les limites. Et ici, 50 mètres, parce qu'on a éliminé, donc ça, ni pont dalle, ni pont à poutre, ça c'est bipoutre mixte, à peu près. Le bipoutre mixte, c'est des portées de 50 mètres. Le VPP, le pont à poutre précontrainte, ne dépasse pas le 45 mètres. On va voir ça dans le chapitre suivant. Ok, on a terminé, je pense, ce chapitre. Donc, ce choix s'effectue à partir des caractéristiques particulières des différents types d'ouvrages et plus spécifiquement du monde d'emploi. À chaque type de structure correspond en fonction du nombre de travées, un domaine de portée et des lancements qu'on va voir par la suite. C'est quoi les notions de les lancements optimaux, c'est quoi la longueur maximale pour un pont dalle. Alors ça, c'est le chapitre, le partie 3. Alors, je vous ai envoyé ça un appel. Je vais le donner à l'administration pour faire un tirage. OK.
tous les chapitres possibles. Alors, jusqu'à maintenant, ça c'est les généralités. On va détailler un petit peu c'est quoi les types des ouvrages d'art courants. Alors, les ouvrages d'art courant, on peut les classer ou bien des ponts cadres portiques, ou bien des ponts dalles, armés ou précontraintes, ou bien des ponts à poutres, armés ou précontraintes, ou bien des ponts à béquilles, ou bien des ponts mixtes, ou bien des ponts haubanés, ou bien des ponts suspendus qu'on va pas parce que on a présenté seulement les ouvrages, disons, courants. Alors, c'est quoi un pont cadre? Le pont cadre, ce sont des ouvrages monolithiques, c'est-à-dire d'un seul coup. C'est une continuité de matière destinée à des franchissements de petites ouvertures en passage inférieur. C'est quoi un passage inférieur? Un passage inférieur, un passage supérieur. C'est par rapport à quoi? Par rapport à la voie, hein, merci. Donc, le passage inférieur ou bien supérieur, c'est par rapport à la voie franchie. Lorsqu'on va franchir la voie portée, la voie franchie supérieurement, c'est un passage supérieur. Lorsqu'on va voir en dessous de la voie de l'obstacle, c'est un passage inférieur. Alors, bon, juste ça, c'est un obstacle. Alors, si on va, ça, c'est un PS, passage supérieur. Supposons on va faire ça, c'est un passage inférieur. En dessous, ça, c'est la voie franchie. OK. Alors, généralement, les ponts cadres, ils sont utilisés pour les passages inférieurs. Généralement, pour les remblais. Donc, destinés à des franchissements de petites ouvertures. Alors, pour les petites ouvertures, c'est les petites travées. C'est-à-dire, on va voir par la suite, on ne va pas dépasser pour les ponts cadres les 10 mètres, 12 mètres, et pour les portiques, on ne va pas dépasser les 20 mètres. Donc, c'est quoi la morphologie de ce pont cadre? Elle est constituée de ce qu'on l'appelle. Alors ça, c'est une appellation 7A, PICF. PICF, c'est quoi? C'est passage inférieur en cadre fermé. Inférieur, généralement en inférieur. Donc lorsque vous entendez... Comment? Il est utilisé dans les voies ou bien classées ou bien non classées. Donc pour les PV, c'est non classé. On peut utiliser le portique au lieu de pont cadre dans les voies nationales. Parce que la voie nationale, c'est au moins 2 voies avec une signalisation, au moins 8 mètres avec des trottoirs, ou bien des accotements. Les accotements, ça dépasse les 10 mètres, donc c'est un portique au lieu d'un pont cadre. On va voir où on va utiliser ou bien le pont cadre ou bien le portique. Donc, appellation passage inférieur en cadre fermé est un cadre en béton armé. Il est associé à des murs de soutènement ici. Alors ça, c'est des murs de soutènement qui retiennent le terrain derrière le mur de soutènement. Donc, ce mur, il peut être soit un mur en retour solidarisé avec le cadre, ou bien un mur en L qui est indépendant du cadre. Ça dépend de la conception. Oui, c'est pour les remblais. Oui. Alors, bien sûr, le radier de fondation est coulé sur un béton de propreté, toujours. Et on va faire la fouille, on va faire la propreté, le béton de propreté, puis couler le radier. Ensuite, on va couler ce qu'on appelle les pieds droits. Ça, c'est des pieds droits. Les poteaux d'un cadre, c'est des pieds droits. Et ça, c'est la traverse. Ça, c'est la traverse. Ça, les pieds droits. Et ça, c'est le radier. Pour les noms. Les murs de soutènement, comme j'ai dit, peuvent être des murs en retour, parallèles ici, parallèles à la voie portée, ou bien des murs de soutènement. Les voilà, on va le voir par la suite, comme ça. Donc ça, c'est un voile. Donc ici, c'est un cadre fermé. Ça, c'est une autoroute. Ici, c'est un franchissement d'une route non classée, 5 mètres à peu près ici. Donc, l'autoroute ici, elle est en remblai.
parce qu'il est enromblé. On a fait le cadre et bien sûr enromblé, il faut retenir ces terrains pour ne pas traverser cette route. Donc il faut limiter l'emprise de ce terrain ou bien de ce remblai par des murs de soutènement. Ici. Ici, c'est une vue, ici, vous voyez ici, c'est une vue mur en U, avec un radier trapézoïdal. Trapézoïdal, pourquoi? Parce que on doit, pour des raisons hydrauliques, offrir un angle ici, parce que les recommandations hydrauliques pour la sortie du cadre, il faut élargir un petit peu le mur en retour. Donc ça, c'est une inclinaison. Donc vous voyez ici la largeur du cadre ici, la largeur du mur en retour, elle est égale ici à la largeur du cadre, et ici c'est la largeur du cadre plus cette inclinaison. Donc ça c'est trapézoïdal. Et ici c'est une vue de dessus. Ça c'est la traverse supérieure. Ça c'est les murs de soutènement, ou bien les murs en L. Ça c'est un mur en U, parallèle à la voie portée. Mur en retour. Le mur en retour, il est solidaire à la traverse. Ici, il est indépendant. La liaison, c'est un joint de dilatation ou bien joint Watafso. Donc ça, c'est pour le portique, pour le cadre, pardon. Pour le portique, c'est la même chose. Donc les passages inférieurs en portique ouvert, parce que c'est ouvert, c'est pas fermé. Donc au lieu de PICF, c'est PIPO, c'est portique ouvert. Ce sont des ouvrages en forme de U, inversés. Les pieds droits, ça c'est les pieds droits, fondés sur semelles filantes ou bien sur semelles superficielles ou sur des fondations profondes, lorsque le sol est très médiocre ou bien des conditions géotechniques défavorables. Et ils sont reliés, les pieds droits, par ce qu'on appelle la traverse. La même chose, la traverse sur le point et par un gousset. Le gousset, c'est cette partie. Le gousset. Il sert à quoi ce gousset? Oui, oui, entre autres. Il y a la notion, je ne pense pas que vous l'avez étudiée, mais je vais la dire quand même. C'est la notion de la poussée au vide. La poussée au vide. La poussée au vide, c'est quoi? C'est le fait de changer de direction. Il y a la génération d'un effort diagonal. C'est-à-dire, si on a une traverse ici, on a changé de direction, on va générer ce qu'on appelle un effort diagonal ici. On a généré un petit peu, ça c'est le changement de direction. Donc cet effort qui est diagonal, donc pour vaincre ça, c'est une compression pure. Donc, il faut épaissir cette bielle parce qu'il va travailler en compression. Dans le béton armé, pour travailler en compression, il faut épaissir ou bien augmenter la hauteur, c'est-à-dire donner une épaisseur importante de la bielle. Alors, pour l'effort tranchant ici. Alors, ça, c'est un effort tranchant, d'accord? Alors, cet effort tranchant, vous l'avez vaincu à travers la bielle de béton. Alpha, il est égal à 25 degrés. Et quoi? Et l'armature. Donc, vous avez construit ce qu'on appelle le treillis de Rittermorsch. Le treillis de Rittermorsch. Alors, ça, c'est l'acier. Et ça, c'est la bielle. La bielle de béton. Alors, pour définir ce qu'on appelle l'acier, on a défini le treillis de Rittermorsch. C'est quoi le treillis de Rittermorsch? C'est la génération de la bielle de béton qui va supposer à cet effort tranchant. Ça, c'est l'effort tranchant. Ça, c'est le T. Pour vaincre ce effort tranchant, il faut le vaincre soit par la bielle. La bielle, c'est le béton. Et par l'effort tranchant. Alors, vous avez fait que taux U, il est égal à combien? C'est quoi? C'est T sur B fois D. C'est ça? Il doit être inférieur à taux U bar. Il est égal à quoi?
le min de 2 mégapascales et 0,3 FC28. Ça, il faut vérifier ça pour que la bielle travaille. Si la bielle travaille, il faut passer pour calculer le AS. Le AS, c'est quoi? ST, c'est supérieur à taux U sur 0,9 FE gamma S. 1 sur K si on a flexion composée. Ça, c'est pour le AT. Donc, résumé, pour vaincre le T, il faut soit le vaincre par la bielle de béton, c'est-à-dire ça, et par l'acier. C'est la même chose ici, donc génération de l'effort. Ici, c'est un effort diagonal. Pour le vaincre, c'est la bielle de béton. Alors, pour vaincre ça, il faut épaissir cette longueur. Pour l'épaissir, il faut mettre le gousset. Le gousset, ce qu'on appelle la notion de la poussée au vide. La poussée au vide, il y a un vide ici, c'est la poussée au vide. C'est bien sûr cette génération de la bielle de béton. Alors ça, c'est la même chose pour le portique. Le bâtiment, il n'y a pas la notion d'encastrement poteau-poutre. Poteau-poutre, il n'y a pas d'encastrement. La question d'encastrement. Voile madame. Oui. La voile avec dalle, alors le voile avec dalle, est-ce que la notion d'encastrement, il faut la veiller à travers les armatures. Est-ce que les armatures du voile et du dalle, ils sont ancrés de part et d'autre? Donc il n'y a pas d'encastrement pour le voile et le voile. Parce que pour veiller à l'encastrement, il faut assurer le scellement. Vous avez vu dans le scellement, dans votre cours de béton armé, c'est le taux S, elle est égale à 1,5 FT 28 fois psi S. Ça, il y a une longueur de scellement à peu près 38 phi. À peu près, ou bien. Donc il faut veiller au scellement. D'ailleurs, dans les appuis, il faut sceller avec un ancrage ou pas. Donc la même chose ici, si on veut faire un encastrement, il faut ancrer. Ancrer la dalle avec le voile. Est-ce que dans votre cas, il y a cet ancrage? Ok, on n'a pas. Ok, donc ça c'est un détail. Donc pour le gousset, il sert à quoi? Il sert à ça. Il sert à vaincre cet effort normal ou bien cette poussée. On va la voir par la suite. Alors si la travée elle est très importante ou bien la portée elle est très importante, on peut placer ce qu'on appelle un appui intermédiaire et on va parler la poussée à vide. Oui. Elle est oui. Si vous tapez poussée au vide dans génie civil, elle est très très connue. Elle est très utilisée. Alors le portique, si on a une portée très très importante ou bien une longueur très importante, on peut placer un appui provisoire et cet appui, c'est un pied droit et on va parler d'un portique, c'est pas un portique simple mais un portique double parce qu'on a double, c'est portique double. Les portiques doubles sont constitués d'un portique ouvert dans lequel est créé un appui intermédiaire sous la traverse. Ça c'est un travers. Il faut se rappeler de, bien sûr, donc ça, quelques images des portiques ouverts. Donc ça, c'est un mur en L. Et ça, c'est le portique simple. Vous voyez que la portée elle est très, très importante par rapport au pont cadre. Ici, c'est un portique double avec des murs. Vous voyez ça. Bon. Alors, le domaine d'emploi, comme j'ai dit, donc, les cadres conviennent plutôt à des portées modestes, ne dépassent pas les 12 mètres, les 10 mètres. Donc, on ne va pas utiliser un pont cadre pour des portées de 15 mètres, de 16 mètres. Donc, ça, c'est... Et bien sûr, pour les sols qui sont avec des pressions, une descente de charge qui est minimale, modérée. Ce n'est pas minimal, mais pas trop importante. Modérée, c'est de l'ordre de 100 kPa, c'est à peu près 0,1 mégapascal, c'est 1 bar. 1 bar, 2 bars. Si on a une descente de charge de 1 bar, 2 bars, donc le pont cadre en radier, il convient très bien. Alors pour les sols trop médiocres, c'est-à-dire par exemple qui présentent des tassements,
La solution la plus satisfaisante est à purger. C'est quoi purger? C'est qu'il faut traiter l'assise sous le radier. Le sol, il faut le purger, il faut l'enlever et le substituer par un matériau qui est avec des caractéristiques moyennes. Oui. Oui. Est à limite de service rare, à l'ELS rare. Vous connaissez l'ELS rare, l'ELS fréquent, l'ELS carisé permanent. Non, ça c'est que plus que ça, c'est pour le bâtiment. Il y a la notion de la combinaison qu'il faut. Bon, je vais la rappeler. Oui. Oui, oui, on va la voir. Mais normalement, vous auriez dû l'étudier dans votre 4e année, dans les combinaisons, dans votre cours de béton armé ou bien. Comment? Dans l'ELS, la formule générale, c'est gamma G fois G plus gamma Q fois Q plus la somme des petits zéros, les charges d'accompagnement. C'est-à-dire il y a la charge permanente, la charge de base et la charge d'accompagnement. Alors si la charge d'accompagnement il diffère, bien sûr la combinaison il diffère, rare, fréquente ou bien. Je vais la rappeler. Rare c'est ce que parce que par exemple dans un plancher, vous avez une exploitation de, je dis n'importe quoi, de 200 kg par mètre carré, d'accord? Q. Et vous avez le thermique. Vous avez le thermique. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la température. Qu'est-ce que vous allez faire? G plus Q. Et la température? Plus. Ça, c'est le fait de combiner. Il y a des manières pour combiner. Il y a la manière à l'ELS rare, c'est-à-dire si on a une combinaison qui est rare, il faut ajouter le T avec un coefficient. Ce n'est pas 1, c'est 0,6. Pour la combinaison fréquente de toujours, on ne doit pas ajouter le T, seulement l'exploitation. Dans la quasi-permanente, on ne doit pas ajouter ni Q ni T. D'accord? C'est la manière de combiner les cas de charge d'exploitation avec la charge permanente. Ou bien on va ajouter une proportion de la charge d'accompagnement. Il y a une action de base, la charge Q, il y a une charge d'accompagnement qui va avec la température, par exemple le vent. Il y a le vent, il y a le Q. Toujours il y a le vent. Est-ce qu'on va le combiner ou pas? Ça, c'est le BAEL ou bien l'Eurocode, il donne les manières pour combiner. À l'ELS ou bien à l'ELS rare. Donc, vous avez 1,35 plus 1,5, ça c'est la combinaison la plus simple. Mais les combinaisons avec beaucoup de cas de charge, notamment pour les ouvrages d'art, il n'y a pas seulement le Q. Il y a le vent, il y a la température, il y a l'eau, la poussée de l'eau, il y a le séisme. Il y a beaucoup de cas de charge. Pour les combiner, il faut les différencier. OK. Donc ça, pour résumer, 100 kPa, c'est à peu près 1 bar à l'ELS purge. C'est quoi purge? Lorsqu'on a un radier sur un sol très médiocre et on veut le fonder, on n'a pas la capacité portante ou bien on n'a pas les 1 bar ou bien les 2 bars. On peut purger, c'est-à-dire enlever l'assise sous le radier pour le substituer par un matériau qui est avec des caractéristiques très bonnes caractéristiques. Donc la purge, c'est enlever ce terrain et le remplacer par un terrain de caractéristiques plus importantes. Purge. Domaine d'emploi, donc au-delà d'une douzaine de mètres, au-delà de 12 mètres, le portique ou bien le cadre fermé, il n'est plus d'actualité. Il faut penser à autre chose, c'est le portique. C'est le portique, donc le portique, il peut supporter jusqu'à 200 kPa, jusqu'à 300 kPa, c'est-à-dire 3 bars, mais il est très sensible au tassement différentiel parce que c'est unique, il est hyperstatique, donc il craint les déplacements imposés. Parce que
un petit déplacement imposé, il va créer, ça c'est l'inconvénient de... Donc avantage et inconvénient, en particulier l'encastrement du tablier sur les pieds droits assure la stabilité de ces derniers vis-à-vis des efforts horizontaux, poussés des terres, et permet de mieux répartir le moment dans le tablier que dans le cas d'une travée. Donc ça, il faut l'expliquer par un schéma. Pourquoi ça? OK. Alors, si je vous pose la question, on a un cadre ou bien un portique, et on veut un cadre ou bien un portique. Alors, le cadre, supposons ça, c'est H remblai. D'accord? Alors, les charges que supporte le cadre, c'est le poids du remblai et les poussées des remblais. Les pieds droits, c'est les poussées de remblai. Les poussées de remblai, c'est ça. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? K fois gamma fois H. La poussée. La poussée, c'est K du poussé. Vous avez fait dans votre cours géotechnique, dans les murs de soutènement, bien ça, la notion du coefficient de poussée. C'est quoi le coefficient de poussée? C'est un coefficient qui relie la contrainte verticale avec la contrainte horizontale. C'est la loi de... J'ai dit tout à l'heure que sigma H, elle est égale à K fois sigma V. Alors sigma V, c'est quoi ici? C'est gamma fois H, et K, c'est le K. Alors généralement, le K, ça dépend de l'état. Est-ce qu'il est en repos? Est-ce qu'il est en état actif? Est-ce qu'il est en état passif? Il y a la notion, ce qu'on appelle le K0 et le Kp et le Ka. Actif, ça dépend de la méthode. Est-ce qu'on est dans le coin de Coulomb ou bien dans K-Coquerizel? Ça, c'est les notions. Ou bien KQ ou bien K0. Alors, supposons ça, c'est au repos. Ça dépend. Ici, c'est K0. Par exemple, au repos. Alors, ça, K0, donc gamma H ici. Donc, ici, c'est combien? H portique. Donc, ici, c'est K0 fois gamma fois H plus H portique. D'accord? Donc, ça, c'est la poussée. Alors, si on veut dresser ou bien dessiner le diagramme des moments, comment le dresser ici? Le diagramme des moments. Le diagramme des moments. Le moment غادي يكون عندنا بارابور هذيك البوان الثانيه كاع. Alors, c'est... donc, on peut... L'allure, c'est pas exact, mais l'allure, c'est ça. Alors, ce H remblai, il va créer quoi? Il va créer un moment ici, un moment négatif ici. D'accord? Alors, lorsqu'on a un encastrement, l'encastrement, il y a un moment ici. Donc, le moment, on doit avoir un moment ici. Et ici, un moment. Et ici, un moment. D'accord? Alors, le fait d'avoir H remblai, on a un Q qui est égal à quoi? Qui est égal à PL. C'est pas sur 8, mais sur un coefficient alpha, qu'il faut le calculer. Donc ici, c'est PL carré sur un alpha. 10, 12, 11, ça dépend du calcul. Donc ici, c'est le moment. Donc, c'est pas un encastrement, c'est pas 0. Donc, le moment, c'est comme ça. C'est comme ça. Ici, c'est positif et ici, c'est négatif. D'accord? Oui? Si nous sommes en présence d'un portique fermé. Comment? Nous sommes en présence d'un portique fermé. D'un portique fermé, oui. D'un cadre fermé, oui. Donc, il y a une continuité de moments, monsieur, sur les appels. Comment? Donc, continuité des moments. Continuité des moments, effectivement, oui. Donc, la continuité des moments, dans ce nœud, il y a la continuité de moments. Ce moment doit être égal à ce moment. D'accord? Comment? L'effet de poussée, c'est un effet local, donc il faut le traiter localement. Donc ça, c'est le moment. Ce n'est pas la vérification de Gousset ou bien
Ça, c'est un effet local. Donc, on va dresser seulement le diagramme des moments. Donc, on a cette hypothèse ici et ici. Alors, ici, l'effet, il va nous donner un moment positif ou bien négatif. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ici, bon. Alors, par rapport à la déformation, comment il est la déformée ici? Si on va choisir la déformation ici. Comment? Comme ça ou bien comme ça? La déformation de ce portique par rapport à cette poussée. Comment il va se déformer? Il va se déformer comme ça? Ou bien il va se déformer comme ça?